Bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. La France s'interroge sur les réseaux islamistes et les ennemis intérieurs après les tueries de Toulouse-Montauban. Et nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Jean-Charles Brizard. Bonjour. Bonjour. Consultant à JCB Consulting International, spécialiste du terrorisme, de l'intelligence économique, enquêteur d'ailleurs pour les avocats des victimes du 11 septembre, auteur d'une étude aussi sur les réseaux financiers d'Oussama Ben Laden. Vous êtes vous-même au cœur d'une polémique, on en reparlera au cours de cet entretien. On tentera d'éclairer vos zones d'ombre, mais surtout celle de Mohamed Merah, pour commencer. Au nom du djihad et d'Al-Qaïda, ce jeune Français de 23 ans a froidement assassiné 7 personnes à Toulouse et à Montauban entre le 11 et le 19 mars. Il a été ensuite tué par les policiers du raid qui ont assiégé son domicile pendant une trentaine d'heures. Il aurait pu agir seul ou c'est plutôt un homme de réseau? Je dirais que c'est très difficile à dire. S'agit-il d'un loup solitaire, comme on le dit et l'écrit durant ces derniers jours? C'est extrêmement difficile à dire pour l'instant. On sait qu'effectivement c'est un individu qui s'est auto-radicalisé. Il a lui-même, si vous voulez, appris sa leçon d'islam fondamentaliste et radical surtout, et puis ensuite il est passé par la case prison, comme bien souvent de nombreux djihadistes, et lui il est allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a pris effectivement la décision d'aller sur place dans la zone afghano-pakistanaise pour y subir un entraînement. De quelle nature, par qui, comment, quel groupe ou quelle cellule a pu l'aider, y compris en le finançant éventuellement. Tout ça, l'enquête le démontrera. Mais je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour être certain d'abord du fait qu'il ait agi seul. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'inscrit parfaitement dans l'évolution, je dirais, du terrorisme international. Alors, l'endoctrinement en prison, revenons sur chacune des étapes. Est-ce que finalement la prison, les prisons françaises, européennes, sont des terreaux de terrorisme? Pas seulement les prisons européennes, les prisons internationales en général, et on le voit dans toutes les affaires de terrorisme international, il y a un passage qui est souvent crucial dans le parcours initiatique, si je puis dire, de l'endoctrinement, c'est le passage par la prison. Parce qu'en prison, souvent ceux qui y sont pour de longues peines ont tendance à constituer des réseaux, des groupes bien structurés. Les leaders, forcément, sont des fondamentalistes de ces petits groupes. Ils attirent à eux une population souvent jeune, peu instruite aux faits religieux, et qui donc sont finalement guidés par des imams ou des personnalités, disons plus simplement, qui sont des radicaux. Et donc dans tous les parcours qu'on a pu regarder, de petits délinquants à terroristes, en passant par la case prison. Exactement. C'est un parcours, je dirais, très classique chez les djihadistes. Alors, Mohamed Merah, tueur au scooter de 23 ans, avait été reçu en novembre 2011 à l'antenne toulousaine de la DCRI parce qu'il s'était rendu, vous l'avez dit ensuite, en Afghanistan en 2010, au Pakistan en 2011. On croyait que ces séjours d'endoctrinement, finalement, étaient en régression depuis la mort d'Oussama Ben Laden pour les Européens, justement, attirés par l'islam radical. On se trompait? On se trompait sur effectivement l'idée que la menace terroriste allait disparaître avec la disparition d'Oussama Ben Laden. Ça fait bien longtemps que effectivement Al-Qaïda centrale, c'est-à-dire cette organisation hiérarchisée militaire, avait disparu en tant que structure intégrée et très hiérarchique, encore une fois. Mais ça fait longtemps également qu'elle avait été remplacée non seulement par des affiliés qui sont agissants dans les régions sur lesquelles ils sont influents. On voit là, par exemple l'action d'Al-Qaïda au Maghreb islamique régulièrement contre les Français et contre la France. Et puis deuxième élément, ce sont tous ces djihadistes individuels qui sont d'ailleurs dans la lignée de ce que l'idéologue d'Al-Qaïda avait tenté de théoriser. Abou Moussa al-Souri avait parlé il y a quelque temps de djihad individuel. On est vraiment dans cela. Alors, plus ou moins individuel, encore une fois, parce que les personnes peuvent être auto-radicalisées et puis après trouver par elles-mêmes sur Internet et d'autres vecteurs les moyens, l'expertise nécessaire pour fabriquer des bombes ou commettre des attentats. Elles peuvent également, c'est le cas de Merah vraisemblablement, mais de bien d'autres, elles peuvent également avoir voyagé sur place dans la zone afghano-pakistanaise et là être entraînées, être même financées par un groupe ou un groupuscule terroriste. Rentrer, être entendu par la DCRI et pas être davantage surveillé.
Je crois que d'après les éléments qu'on a donnés, Mera a réussi à tromper en quelque sorte la DCRI sur l'objectif, le but de son déplacement au Pakistan et en Afghanistan vraisemblablement. D'autant qu'il était par contre sur la liste noire, des personnes interdites de vol aux États-Unis. Il y a eu des failles finalement des services secrets ? Je ne crois pas qu'on puisse le dire à ce stade en tout cas. Les personnes figurant sur la liste noire, elles le sont pour de nombreux motifs. Mera l'a été parce qu'il avait été signalé simplement par la police afghane. Et c'est un fait qu'aux États-Unis, on a une tendance assez générale à mettre de manière assez libérale beaucoup de monde sur cette liste noire, sans qu'elles aient forcément, je sais pas, sans qu'elles aient forcément un lien étroit avec les réseaux terroristes. Encore une fois, l'enquête démontrera la réalité de cette proximité de Mera avec un certain nombre d'éléments terroristes. J'ai vu qu'un porte-parole du mouvement Tehrik-e-Taliban, le mouvement des talibans pakistanais, avait indiqué qu'il s'était entraîné dans la zone du Waziristan. Est-ce la réalité ? On devrait l'établir, je pense que l'enquête le démontrera aisément. Alors la famille algérienne de Mohamed Mera a entamé des démarches pour le faire inhumer en Algérie. Grand soulagement évidemment du côté français où on avait peur probablement d'une tombe d'un martyr de l'islam radical. C'était possible, c'était envisageable que des gens lui rendent hommage sur le sol français. Au-delà de ça, je crois qu'il faut dire malheureusement, il faut constater une chose, c'est que, alors on parle aujourd'hui de bannir un certain nombre, enfin pas de bannir, mais en tout cas d'interdire la consultation de sites faisant du prosélytisme pour l'islam radical. On constate que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, alors même où l'on parle, un certain nombre de personnes rendent hommage à Mohamed Mera en France. Donc ça, effectivement, c'est assez inadmissible. C'est possible d'interdire ça en attendant très facilement. C'est réalisable, la consultation de sites il est très facile de faire fermer effectivement une page Facebook. Oui, ça c'est à la portée de... Et c'est souhaitable. Je le crois, oui. On ne peut pas faire l'apologie, à travers l'hommage qu'on lui rend, l'apologie de ses actions. Alors dans le même registre, le président Nicolas Sarkozy a annoncé avoir dit à l'émir du Qatar que le prédicateur controversé Youssef Al-Qaradawi n'était pas le bienvenu en France, où il devait se rendre donc en avril à l'invitation d'une organisation musulmane. Oui. Est-ce que son prêche public aurait pu avoir tant d'impact que ça ? Il fallait s'en inquiéter ? Oui, c'est une personnalité entendue, qui rayonne, si je puis dire, dans le monde arabe. Et pourtant, c'est un prêcheur de haine, c'est un radical. Et c'est très bien qu'on impose cette mesure aujourd'hui. Ça vient un peu tard, certes. Je comprends bien que ce soit en relation avec les événements qui se sont produits en France. Ça aurait pu venir beaucoup plus tôt. C'est quelqu'un qui, dès 2001, a rendu hommage aux kamikazes des attentats du 11 septembre. C'est quelqu'un qui, en 2004, a autorisé, par une fatwa, Abu Musab al-Zarqawi, le leader d'Al-Qaïda en Irak, on s'en souvient, à tuer des Occidentaux. Alors parlons un peu de vous. Le site Mediapart, vous avez attribué une note sur Internet, donc publiée sur Internet, accusant Brice Hortefeux et Ziad Takieddine d'avoir arrangé le financement politique de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par l'ex-dictateur libyen M. Kadhafi. Vous vous êtes rétracté, vous avez démenti. La vérité est où ? Je me suis ni rétracté, ni j'ai démenti mes écrits, en tout cas. La note dont il s'agit est simplement le compte-rendu d'une discussion que j'ai un jour de 2006 avec le médecin personnel de Ziad Takieddine, quelqu'un qui l'accompagnait lors de ses déplacements, et notamment en Libye, et qui me fait part d'un certain nombre d'informations. Donc à titre privé, je consigne ça dans une note. Il se trouve que cette personne, un peu plus tard, en aura besoin de cette note, personne que j'entends, donc je lui transmets. Je ne sais pas d'où viennent les informations de Mediapart. En tout cas, Mediapart, l'erreur de Mediapart, ça a été finalement, à travers mon expertise et ma réputation, de tenter de donner du crédit, un crédit quelconque, aux propos que tenait cette personne. Et vous n'en accordez aucun ? Il n'y a pas eu de financement par... C'est simplement les propos d'une personne. Ce n'est pas le début d'un commencement de preuve. C'est rien du tout. La valeur est quasi nulle de cet élément. Depuis, le journal Le Monde vous a décrit comme un personnage insaisissable que l'on voit souvent apparaître au détour des dossiers sensibles sans que l'on sache quel intérêt il représente. Oui. Lesquels vous représentez ?
Ah, je ne représente que les miens, je peux vous assurer. Mais j'entends bien que cette attaque venait de certaines personnes qui ont d'abord, qui par jalousie ou par ressentiment ont intérêt à me viser ou tenter de le faire en tout cas, parce que ça ne me touche pas beaucoup. Je note que les mêmes personnes sont mises aujourd'hui au banc de leur profession, qu'elles sont en marge de la légalité, elles se sont placées elles-mêmes en marge de la légalité. Un ancien co-auteur à vous, soyons précis, vous vous accusez plus précisément, c'est ça? Voilà, qui effectivement me reproche un certain nombre de choses aujourd'hui, puisque hier encore il ne le faisait pas, et je tiens à signaler, c'est très important, que en dépit de ce qu'il affirme, je n'ai jamais été condamné pour un écrit que j'ai pu commettre avec lui à l'époque dans ce livre concernant Ben Laden. Métier compliqué que l'intelligence économique, on le comprend bien. Tout à fait. Pour conclure, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on va sortir par le haut et en tirant des enseignements un peu ambitieux de cette affaire Mohamed Merah en France, ou au contraire, elle va faire plonger dans la campagne dans une stigmatisation peut-être des étrangers? Je crois que cette affaire est très importante. Elle souligne plusieurs choses et il faut surtout évacuer du débat actuel des polémiques complètement stériles. Celle, par exemple, qui tient à l'action des services de renseignement. Aurait-on dû faire plus, etc., pour identifier Merah? Sans doute que tout le monde, et le directeur de la DCRI, M. Scarsini lui-même, l'a indiqué. Il aurait souhaité, comme beaucoup d'autres, qu'on le prenne plus tôt, qu'on l'identifie plus tôt. Ce que ça souligne en revanche de manière beaucoup plus sérieuse, c'est la manière dont on doit traiter à l'avenir ce que j'appelle, moi, les serial terroristes. Les personnes qui sont arrêtées, parfois condamnées pour des faits de terrorisme en France ou en Europe généralement, et qui sont plus tard relâchées et qui retombent dans ces réseaux terroristes. Plus de sévérité, vous dites alors? En tout cas, il faut les appréhender. Il faut, ces personnes, les suivre absolument, c'est-à-dire vraiment les surveiller, quasiment au quotidien. Merci à vous, Monsieur Brizard, d'avoir été notre invité. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Surtout, vous restez sur notre antenne, sur France 24, pour plus d'informations.